Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, que vous pouvez retrouver sur la plateforme Amazon, mais que vous pouvez également me commander sur TikTok, Facebook et Instagram en message privé. Je suis extrêmement content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un homme que tout le monde connaît, sans vraiment le connaître. Un homme dont l'œuvre a traversé plus d'un siècle, s'est infiltré dans l'imaginaire collectif, dans le cinéma, dans la culture populaire, au point que son personnage principal semble avoir échappé à son créateur. Cet homme s'appelle J.M. Barrie, et son œuvre la plus célèbre s'appelle Peter Pan. Mais ce podcast ne parle pas seulement d'un livre pour enfants. Il parle du temps, de la perte, de la mémoire, et de cette idée vertigineuse que parfois, ne pas grandir n'est pas un rêve, mais une fuite. Installez-vous, prenez le temps. Parce que pour comprendre Peter Pan, il faut accepter de regarder l'enfance, non pas comme un refuge, mais comme une blessure ouverte. James Matthew Barrie naît en 1860 en Écosse, dans une famille plutôt modeste. Il est le 9e enfant d'une fratrie de 10, et très tôt, son enfance bascule. Son frère aîné, David, meurt accidentellement à l'âge de 13 ans. Ce drame détruit littéralement la mère de Barrie. Elle ne se remettra jamais vraiment. Dans son esprit, David ne mourra pas. Il restera à jamais un enfant, pur, intact, figé dans le temps. Le jeune James comprend alors que quelque chose de fondamental, sans forcément pouvoir le formuler. Grandir, c'est risquer de disparaître. Et de rester un enfant, c'est rester aimé. Cette idée va s'ancrer profondément en lui. Elle deviendra le cœur battant de toute son œuvre. Barrie commence sa carrière comme journaliste, puis comme romancier et dramaturge. Il écrit beaucoup. Mais surtout, il écrit avec retenue. Son style est faussement simple. Derrière une apparence légèreté, on retrouve une mélancolie constante, presque clinique. Barrie n'explique jamais complètement, il suggère, il laisse des vides. C'est une écriture qui fait confiance au lecteur, et surtout une écriture qui accepte l'inconfort. Chez Barrie, les personnages sourient souvent, mais regardent ailleurs. Ils parlent, mais ne disent pas tout. Ils aiment, sans toujours savoir comment aimer correctement. Peter Pan n'apparaîtra pas soudainement. Il se construit lentement à travers plusieurs textes, plusieurs tentatives. Barrie s'inspire notamment des frères Lillowhill Davis, 5 garçons qu'il rencontre à Londres et avec lesquels il noue une relation extrêmement forte. Il devient une figure centrale de leur vie, presque un père de substitution. C'est avec eux que le pays imaginaire prend forme. C'est avec eux que l'enfance devient un territoire narratif. Mais attention, Peter Pan n'est pas un héros classique. Il ne veut pas grandir, il refuse toute responsabilité, il oublie les gens, il efface les souvenirs. Peter Pan n'est pas cruel par méchanceté, il l'est par incapacité à évoluer. Et c'est là que Barrie est génial. Il ne juge jamais son personnage, il le montre, et il nous laisse décider. On parle souvent de Peter Pan, mais le véritable cœur émotionnel de l'histoire, c'est Wendy. Wendy accepte de grandir, elle accepte la perte, elle accepte le temps qui passe. Elle représente exactement ce que Peter refuse. Le pays imaginaire est un monde figé, sans futur, sans transmission. Wendy, elle, choisit le monde réel, avec tout ce qu'il implique de douleur, mais aussi
de continuité. Et Barry ne nous dit jamais que Wendy a raison ou tort. Il nous montre simplement le prix de chaque choix. Au fil des décennies, Peter Pan sera adapté de nombreuses fois, souvent avec succès, mais rarement avec fidélité à l'esprit original. La version la plus connue reste celle de Walt Disney Company en 1953, une version colorée, joyeuse et même rassurante, mais profondément édulcorée. Peter Pan devient alors un symbole de liberté joyeuse, alors qu'il est, à l'origine, un personnage tragique. D'autres adaptations, comme Hook, tentent de réintroduire cette mélancolie, avec plus ou moins de réussite. Mais le malentendu persiste. Peter Pan n'est pas une célébration de l'enfance. C'est une interrogation sur l'impossibilité de s'en détacher. On ne traverse pas plus d'un siècle de culture sans laisser derrière soi une traînée de malentendus, de projections et parfois de rumeurs. Peter Pan n'y échappe pas. Pire, il les attire. Plus une œuvre parle d'enfance, plus elle devient un miroir déformant pour les angoisses adultes. Et Peter Pan, par son refus radical de grandir, est devenu un terrain d'interprétation particulièrement inflammable. On va poser les choses calmement. Pas pour accuser, pas pour blanchir, mais pour comprendre d'où viennent ces controverses, ce qu'elles valent réellement et pourquoi elles persistent. La première rumeur, c'est la relation de James Barry avec les enfants. C'est d'ailleurs la rumeur la plus connue, la plus lourde et la plus délicate. Barry entretenait une relation extrêmement proche avec les frères Llewellyn-Davis. Il jouait avec eux, il écrivait pour eux, il passait énormément de temps en leur compagnie. Il finira même par devenir leur futur tuteur légal après la mort de leurs parents. Avec le regard du XXIe siècle, cette proximité trouble. Elle alimente des soupçons, elle nourrit des fantasmes. Mais il faut être rigoureux. Aucune preuve, aucun témoignage direct, aucune archive fiable n'indique un comportement sexuel ou criminel de Barry envers ses enfants. Les biographies sérieuses s'accordent sur un point. Barry était un homme émotionnellement immature, profondément marqué par la perte, incapable de relations adultes équilibrées et obsédé par une enfance idéalisée. C'est dérangeant, mais ce n'est pas criminel. La rumeur naît surtout d'un choc de normes culturelles. Ce qui était perçu comme une excentricité émotionnelle à l'époque victorienne devient aujourd'hui suspect par défaut. Peter Pan est-il un personnage toxique ? Une autre accusation fréquente. Peter Pan serait un modèle dangereux pour les enfants. Il refuse de grandir, il rejette toute responsabilité, il abandonne Wendy, il oublie ceux qu'il aime. Certains y voient une glorification de l'égoïsme, d'autres une apologie de l'immaturité éternelle. Mais là encore, le malentendu est profond. Barry ne présente jamais Peter Pan comme un idéal, il le présente comme un symptôme. Peter Pan est seul. Il est incapable de construire. Il est condamné à répéter les mêmes jeux pendant que les autres avancent. Ce n'est pas un rêve, c'est une impasse. Si Peter Pan fascine, c'est précisément parce qu'il montre ce que coûte le refus de grandir. Et puis il y a les accusations de racisme et de colonialisme. Ici, la critique est plus fondée, mais elle concerne surtout les adaptations, en particulier celles de Disney. La représentation des peuples autochtones dans Peter Pan pose problème, clairement. Caricature, langage stéréotypé, vision coloniale du monde. Mais il faut distinguer deux niveaux. Le texte original de Barry, déjà marqué par les préjugés de son époque,
et les adaptations ultérieures qui ont amplifié ces clichés sans recul critique. Aujourd'hui, ces éléments sont justement questionnés, contextualisés, parfois modifiés. Non pas pour effacer l'œuvre, mais pour la relier avec lucidité. Et puis Peter Pan, symbole d'une fuite psychologique. Une lecture plus contemporaine, plus psychanalytique, voit en Peter Pan une métaphore de la dissociation. Peter Pan oublie, il occupe les liens, il coupe les liens, il efface la mémoire. Certains psychologues y voient la représentation d'un mécanisme de défense. Rester enfant pour ne pas affronter le deuil, la perte, la mort. Dans cette lecture, le pays imaginaire devient un espace mental, un refuge, mais un refuge stérile. Et cette interprétation n'est pas une rumeur gratuite. Elle s'aligne parfaitement avec la biographie de Barry et son rapport pathologique au temps. Alors pourquoi ces rumeurs persistent ? Eh bien parce que Peter Pan n'est pas une œuvre confortable. Elle parle de l'enfance, mais elle n'est pas innocente. Elle parle de rêve, mais elle traverse avec mélancolie. Elle semble légère, mais elle est profondément tragique. Les œuvres simples vieillissent bien. Les œuvres ambiguës, elles, dérangent longtemps. Et Peter Pan appartient clairement à la seconde catégorie. Les rumeurs autour de Peter Pan disent souvent plus que sur notre époque que sur Barry lui-même. Elles révèlent notre malaise face à l'enfance, notre difficulté à accepter la complexité, notre besoin de juger plutôt que de comprendre. Peter Pan n'est ni un monstre, ni un héros. Il est un miroir. Et c'est précisément pour cela qu'il continue de nous mettre mal à l'aise aujourd'hui. Si Peter Pan traverse les générations, ce n'est pas parce qu'il vole. Ce n'est pas à cause des pirates, ni même à cause du pays imaginaire. C'est parce qu'il touche quelque chose de profondément humain. La peur du temps, la peur de perdre ce que l'on aime, la peur de devenir quelqu'un d'autre. James Matthew Barrie n'a pas écrit pour les enfants. Il a écrit pour l'enfant qu'il était et qu'il n'a jamais quitté. Et peut-être que Peter Pan n'est pas l'enfant qui ne voulait pas grandir, mais l'adulte qui n'a jamais appris à faire son deuil. C'était Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et j'ai été extrêmement heureux de vous présenter ce nouveau podcast. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.